Et il y a quelque chose dont tu veux qu'on il y a quelque chose que tu veux, pour lancer quand même la discussion ou? Hem, j'ai pas de starting point, je disais bon, Alors moi non plus, franchement, on je fait suis content d'être connaissance. là parce que c'est vraiment toujours agréable de discuter avec Sylvain. En plus, il a vraiment une jolie voix, donc ça me suffit. C'est bon et on Bah, alors là, coche les c'est cases, on coche les cases, on coche les cases. le mec qui vient de sortir 3 mots de son bingo dans un coup, c'est ça? C'est ça. Voilà, alors oui, non, en plus, tous les 3 on se connaît pas beaucoup, on a juste joué le one shot de Lestat ensemble. Et on se connaissait pas a priori, et ce one shot s'est très bien passé. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, moi de mon côté, je me suis dit: «Ah, il était cool ce one shot», je suis resté avec, quelques jours et tout. Il Ah était c'était cool et en même temps, alors je sais que Sylvain l'a réécouté. Toi, Jean Dindon, je sais pas si tu l'as réécouté. Moi, je l'ai réécouté et je me suis trouvé cataclysmique. Donc, j'ai eu vraiment, pendant le jeu, ça m'a vachement plu et tout. J'ai été embarqué par l'histoire et par vos interprétations respectives qui étaient vraiment très agréables. Mais à la réécoute, ouais, je me suis trouvé lent, à sortir mes répliques et cetera, et voilà, c'est c'est compliqué de se réécouter parfois. ouais, Oh, c'est très, très dur de se réécouter. Moi, pareil, je suis très, très critique dès que je réécoute une partie de jeu de rôle, j'entends, tous mes tics de langage, je me dis: «Ah, j'aurais pas dû le dire comme ça». Mmh. Enfin voilà, c'est vraiment des ça c'est des choses qui sont assez compliquées aussi pour moi, et celui-là pour le coup, Comet, je l'ai pas réécouté. Donc je reste sur un espèce de petit nuage dans ma bulle de: «Ah là là, qu'est-ce qu'elle était bien cette partie». ah je l'ai réécouté parce que ça m'intéressait vachement de voir, comment j'avais pu partir autant dans l'émotion sur pas mal de petits détails et en fait j'ai été, moi j'ai pas du tout trouvé ce que tu disais, Mons, hein. J'ai pas trouvé que tu étais lent, au contraire, tu avais un personnage qui collait vachement avec ça aussi, il faut dire. Donc mais ouais, non, en tout cas, moi j'ai, cette expérience de jeu de rôle, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez dingue, quoi. J'avais moi j'ai avant alors j'avais déjà eu une partie comme ça où j'étais un peu parti dans l'émotion, mais vraiment beaucoup plus à la marge, quoi. Plus un plus essayer de convaincre un PNJ, un enfant en plus de faire un truc, hem, par rapport à du surnaturel et cetera, de calmer un fantôme, enfin bref, c'était un peu d'émotion, mais plus dans le jouet. Mais j'avais jamais, ressenti de l'émotion comme ça en jeu de rôle avant et c'est vrai que ça m'avait totalement, submergé, pour le coup. OK, c'est ton expérience la plus forte au niveau émotionnel en fait, Comet, c'est ça? Ah ouais, largement, largement, D'accord. ouais. OK, OK. C'est ouais, ouais, non, je m'attendais pas du tout à vivre un truc comme ça et là où j'avais senti que la soirée serait compliquée à ce niveau-là, c'était même déjà au début de la session, enfin au début, lorsque, lorsqu'on commençait à dire, ce qu'on faisait dans la vie, et hem et là, j'avais déjà à un moment, eu du mal à contenir les émotions rien que là-dessus. Je sais pas pourquoi, mais j'avais déjà commencé à ce moment-là à avoir du mal et après ouais, bah, comme disait Mance tout à l'heure, avec les interprétations de vos 2 interprétations à vous aussi, ça m'a encore plus embarqué, quoi. Et je suis en train de penser, j'ai une petite pensée pour les stats. Est-ce qu'on spoil son scénario ou pas? Au moins pour prévenir, s'il y a des personnes qui nous écoutent Ouais, post-mortem. on va éviter, Ouais, le spoiler, c'est pas forcément nécessaire parce que les thématiques, sont assez, vagues, si on peut dire, hein. On parle du sentiment de perte, qui est très vague, hein, de l'amitié aussi. Il y a des liens d'amitié qui sont forts ouais. et et c'est là-dessus que le scénario joue. Et il faut dire que Lestat l'a vraiment bien écrit et que sa gestion, du temps et aussi de l'accompagnement musical est vraiment, très, très bon, hein. J'en ai parlé avec lui puisque moi aussi j'ai fait jouer ce scénar, depuis et il a, alors pas forcément toujours consciemment ou peut-être consciemment, je sais pas exactement, mais il
il crée des points d'ancrage, si on peut dire, qui mettent les joueurs dans une certaine situation au moment de l'interprétation de leur personnage. Et ces ancrages sont rappelés par la suite et relancent immédiatement l'émotion qui avait été associée à ce moment en début de partie. Et ça fonctionne très bien. Donc c'est vraiment une masterclass, si je puis dire, une classe de maître dans la création et la maîtrise d'un scénario, quoi. Et là, je suis d'accord avec toi, notamment sur la musique. Je peux plus entendre la musique principale, le thème principal, là, je peux plus l'entendre sans avoir des émotions, quoi. Pour moi, c'est ce morceau de musique là, c'est fini. La dernière fois, justement, je préparais un perso pour une session avec Mance en tant qu'MJ. Et, et ben, il y avait une pub qui passait à ce moment-là sur une vidéo YouTube et c'était cette musique-là. Et tout de suite, du coup, j'ai raccroché les wagons avec ça et mon personnage était en partie basé un peu sur l'histoire de Comet. D'accord, donc t'as ancré ton émotion là-dedans au point que d'entendre la musique, Ah ouais, ouais. ça t'y ramène fortement. Ok, Et Ah, moi, avant d'être sur le Discord avec vous, etc., là, bon, je maîtrisais seulement avec un groupe de potes, parfois de temps en temps en convention, mais j'avais une maîtrise vraiment très, 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 très basique, quoi, hein. J'utilisais pas de musique, très peu d'images, etc. Et c'est vrai que du coup, c'est mes premières sessions vraiment avec de la musique, c'est avec les stats, que ça soit sur Section C ou sur Comet, avec Gauvin aussi sur du Canal Fire. Mais c'est vrai que la musique, c'est vraiment un truc fondamental, quoi. J'avais jamais attaché d'importance à la musique en jeu de rôle avant. Et là, mes joueurs du coup de ma campagne, là, j'ai fait l'effort de rajouter des musiques. Pour l'instant, c'est très basique, hein. J'ai 2 ou 3 thèmes musicaux, grand max, et quelques bruitages. Mais ils m'ont tous fait le retour le même, que ça change tout, quoi. Et aucun d'entre eux, pourtant, si je leur avais demandé avant si ça manquait, ils auraient dit oui. Donc c'est vraiment un point que j'avais totalement sous-estimé, et je suis vraiment content d'avoir découvert ça en rejoignant un peu les communautés sur Discord, et puis en découvrant du jeu de rôle avec d'autres personnes, d'autres façons de faire. Bah, pour jouer avec beaucoup de monde différent, parce que j'aime bien varier en fait les personnes. J'aime bien jouer avec des tables que je connais et avec qui je sais très bien à quoi je vais m'attendre. C'est le petit côté un petit peu cocon où on sait que tel joueur va se lancer dans une belle interprétation, tel autre va, un petit peu comme Jean Dindon d'ailleurs, tu l'avais fait lors de notre partie, tu étais très à passer les plats, à proposer du jeu aux autres joueurs. Ça, c'est vachement bien d'avoir des joueurs comme ça à table. Enfin bref, voilà, j'aime bien jouer avec des joueurs que je connais, mais j'aime bien aussi découvrir des tas de personnes totalement inconnues qui apportent une manière de jouer différente. Et tout ça pour dire que j'ai eu vraiment beaucoup de monde cette dernière année de jeu de rôle là. Et il y en a énormément en fait qui n'ont pas cette notion de la musique qui vient accompagner, mais surtout souligner, renforcer le jeu, l'ambiance, et puis même apporter des éléments d'intrigue carrément, parce que tu peux avoir de la musique diégétique et extra-diégétique comme dans un film. Et dans le cadre de musique ou de son diégétique, tu peux très bien apporter des éléments d'intrigue au travers de ça, par exemple des bruits de pas, une sirène au loin, un véhicule qui passe, un hurlement au loin. Et voilà, plus qu'une description qui peut être très bien, mais ce moment bref et percutant, bah, il va impacter le joueur et amener à réagir de manière peut-être plus personnelle et viscérale. Il y a dans le scénario Comet, il y a un petit extrait sonore aussi, moi, qui m'a détruit quand il est arrivé, quoi. C'était vraiment je m'attendais pas à avoir un impact émotionnel qui arrive de cette manière-là. Et enfin, sur moi en tout cas, c'est quelque chose qui a fonctionné, mais du feu de Dieu, quoi.
Je sais pas comment vous l'avez senti, vous. Je pense que tu fais référence à un enregistrement très court, Ouais, c'est ça. une sorte d'appel qui est lancé au personnage. Ouais, c'était inattendu et presque glaçant quelque part. Ah ouais, moi, il y avait de ça. C'était vraiment, je m'attendais pas à ce que ça arrive de cette manière. Tu vois, tu peux voir la ficelle et quand même être touché par le truc, tu vois. Et moi, c'était exactement ça. C'était, ah bah tiens, il utilise un autre truc que j'avais pas vu, et puis paf, aïe. En fait, ça fait mal. Enfin, ça fait mal, voilà, ça percute, ça a l'impact émotionnel qui est décuplé, quoi. Enfin, bref. Bah, il faut dire que le son, en plus en JDR en distanciel comme ça, alors on connaît tous la Madeleine de Proust qui ancre des souvenirs, qui ancre des émotions. Donc voilà, l'odeur c'est le sens le plus fort pour rappeler des émotions, mais le deuxième c'est le son, hein, c'est pas la vue. Donc tout ce qui fait appel au sens auditif, ça nous plonge tout de suite dans un fonctionnement presque instinctif où les émotions remontent au cerveau primaire et paf, on est tout de suite impacté, quoi. Et je crois que Sylvain avait glissé de plus en plus vers son état second à ce moment-là. Ouais, mais alors moi, étrangement, ce passage-là m'avait pas plus impacté que ça. Je sais, en le réécoutant après coup, je me suis dit tiens, c'est marrant, j'ai pas du tout réagi comme vous. Vous, en réécoutant la session, on sent bien dans votre interprétation sur le moment que ça avait touché quelque chose. Et moi, sur le coup, je pense qu'à ce moment-là, j'étais trop en mode c'est la merde, il faut faire quelque chose pour choper l'émotion de ce truc, alors que toutes les émotions avant et après, je les ai eues. Mais celle-là m'a moins touché. C'est rigolo parce que j'ai toujours une lecture un peu analytique du fait que je fais beaucoup de jeux de rôle et surtout j'ai été MJ ou quasi MJ pendant une très longue période, donc j'ai toujours beaucoup de lectures un peu analytiques, des choses qu'on arrive à, comment est-ce que le MJ fait ci, fait ça, comment est-ce qu'il amène telle ou telle chose, un petit peu comme, je sais pas, un peintre regarderait le tableau d'un autre peintre et puis dirait, ah bah tiens, les choix de pigments, je sais pas. Et il y a le moment où, quand les choses sont vraiment bien faites, t'as beau avoir cette lecture analytique de dire, ah, je comprends pourquoi tout ça est bien mis, etc. Effectivement, c'est bien fait. Et le truc te touche quand même, tu vois, les deux niveaux de lecture fonctionnent, quand bien même t'as conscience de ce qui t'arrive, ça t'arrive et ça te percute, quoi. Tu disais toi-même que tu utilisais beaucoup le son et avec beaucoup de personnes, et tu disais qu'il y a des personnes qui en face n'étaient pas sensibles, ou c'est quoi, qu'ils ont pas conscience de... En fait, c'est exactement comme Sylvain qui a changé de mode de fonctionnement dans sa table habituelle, qui passait de sans son à Dalila avec du son. Et à partir de là, ces joueurs se sont dit ah ouais, carrément, ça change quelque chose. Eh bien, moi, j'ai vraiment le même phénomène en jouant avec beaucoup de gens différents qui jouent soit sans son, soit avec, vous savez, une bande qui défile derrière avec un thème globalement proche de ce qu'est l'ambiance de la partie, par exemple du médiéval fantastique ou de l'horreur ou de la science-fiction ou je sais pas quoi, mais où personne, que ce soit le MJ ou les joueurs, ne prend en compte le moment, l'intensité, l'émotion, est-ce qu'on est dans une scène de poursuite, de fuite, de combat, d'émotion. Voilà, t'as juste une bande son qui défile derrière, ce que je faisais étant gamin aussi d'ailleurs, on écoutait du métal en jouant à DD2, à Cthulhu, à James Bond et à Hawkmoon, peu importe. Ce qui est extrêmement dommage parce qu'effectivement on perd ce moyen de se plonger encore plus dans l'aventure.
Et il faut aussi que les joueurs soient sensibles, je pense, à ça, et que la cohésion du groupe fonctionne. Et en l'occurrence, les stats choisis avec soin, enfin avec soin. Il fait avec les boulets de jour quand il peut pas faire autrement, hein. Il choisit avec soin ses joueurs, et ça c'est notable aussi. Il y a des scénarios qui peuvent ne pas fonctionner avec des groupes de joueurs parce qu'ils sont pas sensibles ou parce qu'ils fonctionnent pas bien entre eux. Et enfin, ça a dû vous arriver, j'imagine. Ça m'est arrivé aussi. Et on ressent un peu de frustration parce qu'on sait que ce qu'on propose est à un niveau, un niveau 100 par exemple, et puis que finalement la partie se déroule à un niveau 20. Donc voilà, il y a un petit côté dommage qui peut arriver parfois. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai. Vas-y. Ouais, c'est quelque chose que j'ai vécu plus en convention, ça. J'avais un scénario, un one-shot que j'avais déjà fait jouer à 2-3 fois à des amis ou même à de la famille, et je savais qu'il marchait bien. Et en convention, je suis tombé sur des mecs qui. Je vais pas dire qu'ils voulaient pas jouer ensemble, mais c'est l'effet que ça donnait à la fin, quoi. C'est chacun voulait faire son truc et pas du tout s'accorder avec ce que les autres du groupe voulaient faire. Et il y avait pas mal de liberté dans le scénario pour chacun puisse faire un petit peu des choses, être un peu en valeur. Mais quand chacun veut prendre vraiment tous les spotlights, ça marche pas, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à trouver des groupes qui s'accordent et pas forcément faire des tables au hasard quand on a le choix, hein, forcément. Surtout lorsqu'on est sur un scénario qui a besoin d'interprétation et de roleplay. Et c'est vrai que si tu fais du Donjon Dragon, du RuneQuest ou je sais pas quoi avec vraiment Porte-Monstre Trésor, le fait que tes joueurs ils s'entendent pas forcément, tant qu'ils se tapent pas les uns sur les autres en combat, c'est pas très grave. Quand tu commences à partir sur du système très simple comme d'estimation où tu fais vraiment pas beaucoup de GT, où vraiment t'as. Puis au-delà du système, mais vraiment le scénario, la toile de fond, l'intrigue, ce que tu veux qui est basé sur ce que les personnages, même pas les joueurs, mais les personnages veulent faire et veulent se dire entre eux, ben ouais, t'as pas le choix que ton groupe soit un minimum cohérent. Je pense que ça se pose largement à toutes les tables en vérité, parce que même quand tu joues de la manière la plus mécanique et tactique possible, je pense que tu as quand même besoin d'avoir des personnes qui se comprennent, qui soient dans le même délire, qui s'apprécient. Je pense que c'est toujours ça ira toujours dans le bon sens, quoi. Il y a pas une table de jeu de rôle où tu peux faire même si les gens matchent pas bien, quoi. Pour l'avoir fait en convention déjà, hein, j'avais des tables où les mecs ils s'entendaient. Enfin, il y avait pas de feeling, il n'y avait pas de chimie particulièrement. Les joueurs se connaissaient pas avant, ils joueront plus jamais ensemble après. Sur des scénarios assez basiques, ça peut passer. Après, voilà, faut pas aspirer à atteindre des chefs-d'œuvre de roleplay, des chefs-d'œuvre d'interprétation sur des sessions comme ça. Mais on est encore sur un. De toute façon, en convention, t'as tout le bruit autour, t'as toute l'ambiance autour qui fait que tu peux pas non plus être immergé dans ton scénario, quoi. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Là, j'étais à Octogone il y a 15 jours, 3 semaines, là, et j'ai fait 2 Il y a des parties. cas particuliers. Ouais, toutes les deux des champs de Tindalos, oui, des cas particuliers, avec 2 MJ différents. Une table qui a été magnifique, malgré le bruit, effectivement, et le fait qu'on se soit fait jeter de l'espace où on était au bout de 20 minutes. Mais avec 4 joueurs expérimentés et un MJ très expérimenté, et chacun qui incarnait parfaitement son personnage dans un one-shot lambda, hein. Et c'était extrêmement chouette, malgré le contexte bruyant, etc. Et une autre où, au bout de 10 minutes, il y a 2 des joueurs, une joueuse et un joueur qui étaient en couple, ont commencé à s'engueuler parce que la femme prenait trop de place. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Sylvain. La femme prenait trop de place d'après son mari. Elle était entrée en premier dans une maison alors que lui, il aurait voulu entrer d'avant, etc. Et la partie a été, je vais pas dire catastrophique, mais pas très intéressante, bien que le MJ était excellent, et que un des autres joueurs avait aussi de l'intention d'apporter du jeu intéressant. Et donc ouais, effectivement, on peut, en convention, c'est un contexte très particulier, mais je pense qu'on peut aussi vivre de très très Oui, on bonnes peut. parties en convention.
On peut, oui, ça c'est sûr. Mais c'est le contexte est plus difficile, donc si on et surtout tu as des joueurs qui se connaissent pas forcément et cetera, donc ça complexifie encore plus. Mmh, mmh. Je bois vos paroles, je suis pas du tout un adepte, un habitué des conventions, donc voilà. Mals, toi tu disais que tu jouais avec pas mal de joueurs différents, de personnes différentes et ces parties dont tu parlais, c'est quoi? C'est beaucoup en proportion ou enfin ces Ouais. parties, qui sont un petit peu molles, c'est quoi? Ah C'est une molle, partie sur 10, c'est une partie sur, enfin d'ailleurs alors, les 2 extrêmes, m'intéressent aussi, pour être, enfin moi, j'ai joué étant gamin et adolescent et jeune adulte et j'ai fait une énorme pause donc j'ai repris le jeu de rôle, en distanciel notamment il y a un peu plus d'1 an, pas plus, hein. Donc là en 1 an, je suis assez, maniaque on va dire donc j'ai référencé tous les gens avec qui j'ai joué. J'ai joué avec presque 100 personnes différentes en 1 an donc ça représente un peu de monde et il doit y avoir 80 personnes avec qui j'ai joué une fois, tu vois. Une vingtaine de personnes, bah, un petit peu comme vous, enfin même si on a joué qu'une fois ensemble, Jean Dindon, mais où on se connaît un petit peu, on va dire. Et puis beaucoup d'inconnus qui sont vraiment des coups d'un soir, on va dire. Euh, et franchement, je trouve ça vraiment intéressant, même s'il y a un petit peu de déchets, entre guillemets, parce qu'il y a quelques parties qui sont en dessous de ce qu'on vit habituellement. Mais je trouve ça vraiment intéressant, d'une part, parce que moi j'ai une manière de jouer qui est un peu particulière, très minimaliste, et qui est pas courante sur les réseaux, sur les Discord, etc. Et je trouve que c'est d'utilité publique de montrer qu'on peut faire autrement qu'avec un VTT, des battle maps, des images dans tous les sens, des tokens et compagnie. Donc il y a un côté un petit peu didactique, on va dire. Et puis c'est vachement intéressant parce que ça nourrit aussi de rencontrer des gens différents. Ça a fait évoluer ma pratique, ça a fait évoluer mon opinion sur certains sujets sur lesquels j'avais plutôt des positions bien campées. Euh, donc voilà, puis c'est des rencontres, même si c'est éphémère, c'est des rencontres de gens différents euh, que tu ne rencontrerais pas dans la vie normale. Et, et c'est cool. D'accord, donc sur une année, tu as joué avec 100 personnes, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que tu joues avec 2 personnes différentes chaque semaine, 2 nouvelles personnes, enfin voilà, en moyenne, ça me termine. Ouais, je fais 2 parties par semaine, ni plus ni moins. Et voilà, en général, c'est des one-shots. J'ai une campagne seulement, depuis seulement mai. Et le reste, effectivement, ça tourne. Je fais tourner pas mal de one-shots et puis je participe aussi à des one-shots. Ouais. Ok. Et quand tu dis que tu as une approche minimaliste, c'est en tant que MJ, c'est ça? Oui, T'as peu de VTT, peu de jet de dés, et par contre, grosse place à la musique, si je comprends bien? je n'utilise pas de VTT. J'utilise quelques images pour renforcer l'ambiance de mes parties. Je fais beaucoup de descriptions en fait. J'aime trop parler, sans doute. Je n'utilise pas d'images pour mes PNJ. C'est juste de la description. Je préfère que les gens s'imaginent chacun leur PNJ. Les lieux, ça peut être sympa d'avoir un référentiel commun, mais les personnages, je trouve que c'est préférable. Enfin voilà, si un tel pense enfin si j'ai décrit un personnage borgne et que certains pensent que c'est l'œil gauche et d'autres l'œil droit, on s'en fout. L'important c'est d'avoir le voilà l'esquisse, on va dire. Et donc pas de VTT, quelques images d'ambiance, des ambiances sonores assez travaillées, ouais. Et beaucoup de descriptions, assez peu de jet de dés, beaucoup de narratifs. Et, euh, et quand il y a des jets de dés, enfin les systèmes sont très simples, quoi. Là, je vais faire jouer une partie des champs de Titalos ce soir. J'ai réduit la fiche de personnage par 4, quoi. J'ai viré tout ce qui était compétences. Enfin voilà, tout ce qui vient alourdir le jeu, ça jarte. Je préfère que ce soit plus fluide. Et quitte à ce qu'on se trompe un petit peu, tu vois, sur des résultats d'action, par exemple, je m'en fous. Tant que ça va suffisamment vite et que
on est à peu près dans la lignée de la proposition d'origine. Ok, donc toi, t'es plutôt team JDR minimal pour justement le maximum de narratif, quoi, pour que la part belle soit faite voilà, à l'histoire, aux intrigues, aux personnages. Ouais, à l'immersion et à l'ambiance et à l'interprétation. Il y a un truc moi j'ai beaucoup aimé la partie qu'on a faite là il y a 10 jours, je crois, ensemble. Ton utilisation des images là sur ton fond vert derrière toi. Donc il y a ta Oui. cam et derrière toi il y a l'image. Et ça, je trouve que ça rendait super bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette façon de faire. Parce que c'est vrai que sinon, tu commences à avoir le VTT, enfin le Roll20 ou le Foundry ou autre ouvert, plus un machin pour jeter les dés, plus le Discord, plus le truc, et plus si tu veux prendre des notes, etc. Ça commence à faire beaucoup de trucs ouverts en même temps. Mm. Et là, du coup, on avait juste ta tête devant l'image qui nous mettait dedans, quoi, en fait. Et c'était vraiment sympa comme façon de procéder. Et c'était des images d'ambiance, genre Mans dans un vaisseau spatial, Mans dans la forêt, ou alors c'était vraiment des images en rapport avec je sais pas, enfin peut-être pas un PNJ, mais une. Non, c'était vraiment les lieux qui nous décrivaient. Il y avait D'accord. une image qui correspondait aux lieux qui nous décrivaient de manière générale, quoi. Ok. Ça rendait vraiment bien cette façon de faire. Ouais, c'est toujours dans une volonté minimaliste. Moi, quand je suis joueur et qu'il y a des MJ qui ont alors un VTT d'un côté, le Discord de l'autre, et un truc pour faire de la prise de notes, un bloc-notes ou n'importe quoi. Mon âge aidant, n'est-ce pas, je n'ai plus 20 ans. J'ai du mal à tout voir à la fois, à pas oublier un truc dans un coin. Et le fait de proposer le jeu tout en un que dans Discord, avec effectivement ma tronche, malheureusement, qu'il faut supporter, mais en tout cas, juste derrière moi, les images qui correspondent aux lieux, aux descriptions qui sont faites. Et ça permet, et les lancers de dés, je les fais faire chez les gens en direct quand ils ont des dés, ou bien dans le Discord, j'ai un bot qui permet de les faire. Ben voilà, tout est rassemblé au même endroit, il n'y a pas à se poser de questions, on peut rien louper. C'est plus simple, je trouve, et plus fluide, pour une fois. Ça va avec le fait que tu veuilles des systèmes minimalistes aussi, parce que du coup, comme les systèmes sont très simples, t'as pas besoin d'avoir une fiche perso et de cliquer sur un machin qui va te lancer un jet de dés automatique, parce que si tu dois calculer à chaque fois 15 caracs pour savoir combien de dés tu lances, c'est sûr que ça complexifie et t'as besoin, entre guillemets, d'une aide, quoi, une aide informatisée pour le faire. Moi je maîtrise régulièrement sur du L5R, c'est ma campagne principale. Alors j'ai beaucoup simplifié le système de la 4ème, mais je me suis fait chier du coup à faire un Excel avec des trucs dynamiques pour que quand mes joueurs veuillent faire telle compétence avec telle caractéristique, ça fasse automatiquement le jet. Ils ont juste à faire un copier-coller, ils ont juste à cocher 2 cases, quoi. Mais c'est vrai que je suis en train d'essayer de voir comment retravailler le système encore pour le simplifier sans perdre non plus l'essence, parce que bon, moi c'est mon jeu de cœur, hein. J'ai commencé à maîtriser L5R en 2006, je crois. Et mes joueurs, ça fait depuis 2013-2014 qu'ils connaissent le jeu. On avait déjà joué plusieurs fois ensemble avant, et là la campagne on est dessus depuis 1 an, parce qu'on joue pas beaucoup, on joue qu'une fois par mois quand on peut. Donc forcément on n'avance pas très vite. Je rêve quand je vous vois parler de vos 2 sessions de campagne par semaine, enfin par mois, ce genre de truc, moi ça me ferait. Mais bon, on est 4 jeunes parents dans l'histoire, donc c'est un peu compliqué de s'accorder. Mais ouais, du coup, je suis en train d'essayer de voir comment je peux simplifier le truc à mort. J'ai réduit totalement le nombre de jets de dés et tout. Enfin, je suis arrivé sur un système aussi beaucoup plus simplifié que ce que je faisais au début, qui était vraiment lourd, qui correspondait beaucoup plus à l'esprit des règles. Mais voilà, ça me plaisait plus, et en écoutant des actuels plays, notamment ceux chez les stats avec les enfants du fleuve et au nom des pères à l'époque, et aussi en venant sur le Discord et en discutant pas mal un peu la théorie du jeu de rôle. Alors, ça fait toujours marrer ma femme quand elle me voit discuter de théorie du jeu de rôle avec des gens sur le net, totalement invraisemblable pour elle, mais c'est vraiment des discussions super enrichissantes et qui m'ont aidé à revoir ma façon de maîtriser et de jouer aussi. Parce que je jouais très peu avant de rejoindre le Discord, hein. J'ai plus joué depuis mai dernier que sur les 10 dernières années, je pense, en tant que joueur.
Donc ouais, ça m'a beaucoup aidé à revoir ça et je pense très sincèrement à l'améliorer, ma façon de jouer et de maîtriser. Et parce que Mans, t'as parlé d'un truc super intéressant, t'as dit que tu faisais évoluer ta pratique du jeu de rôle pour correspondre aux applications, aux médiums, à la manière de... Enfin voilà, pour que tout rentre dans Discord. Donc en fait, tu fais ça consciemment, quoi, en se disant, il faut que j'exploite au maximum Discord et qu'il n'y ait pas d'autres canaux, Ouais. canaux d'information. Ouais, les deux se répondent. Alors pour moi, une interface en plus, c'est un degré d'immersion en moins. Donc plus tu as d'interface, moins tu es dans le jeu, plus tu es dans un mix entre du jeu de rôle et du jeu vidéo en somme. Voilà, plus c'est simple, plus c'est plus épuré, et bien plus tu peux t'immerger dans ton personnage, dans l'ambiance qui est proposée et y aller à fond. Alors c'est la vision que j'ai aujourd'hui, c'est pas du tout celle que j'avais il y a 30 ans ou même il y a 2 ans. Donc elle évolue, elle peut encore évoluer dans l'avenir. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Je me prononce pas, mais n'empêche que c'est ce qui me correspond aujourd'hui et c'est ce que la plupart des personnes avec qui je joue apprécient. Peut-être qu'elles ont d'autres pratiques à côté, mais en tout cas elles apprécient cette manière de jouer. Peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps. Et oui, j'ai cherché. C'est plutôt. C'est pas. Enfin, si, ce sont les outils. J'ai cherché les outils qui permettent d'avoir cette pratique, ou plutôt l'absence d'outils, donc l'épuration au maximum, et pour tout rassembler en un même lieu, pour que ce soit le plus naturel et transparent possible pour le joueur, même si côté MJ, oui, je dois me faire un petit peu chier avec l'aspect technique quand je l'explique. Noir sur blanc, j'ai fait une petite vidéo sur le sujet. Bah oui, c'est quand même assez complexe. Voilà, ne serait-ce que matériellement, il faut un fond vert qui soit bien éclairé. Il faut, j'utilise plusieurs comptes Discord pour pouvoir animer la partie et en même temps balancer de la musique par un logiciel externe. Enfin voilà, côté MJ, il y a un petit peu de complexité. Mais côté joueur, je pense que l'expérience, elle est complètement fluide et assez agréable, et en tout cas, encore une fois, qu'elle favorise l'immersion. Et du coup, j'ai la question miroir, parce que Sylvain, toi, tu me dis, je suis en train de modifier un petit peu ma manière de jouer, de faire moins de jet de dés, etc. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu recherches, d'avoir le minimum de canaux d'information, ou de mieux exploiter les canaux d'information que tu as déjà, quoi? Moi, je suis pas encore dans cette optique-là. Moi, pour l'instant, le but surtout, c'est d'avoir des parties qui sont plus fluides, plus vivantes, plus ouais, plus d'immersion dans les parties. Donc, j'utilisais déjà Roll20 avant et Discord. J'ai pas changé à ce niveau-là. C'est juste que j'utilise un peu plus l'outil de Roll20 avec des musiques, avec quelques images de background sur les différents lieux que je sais importants pour la campagne, pour les actions à venir, etc. Donc ouais, non, je suis pas à penser ma façon de maîtriser et ma façon de concevoir mes scénarios par rapport aux outils, mais j'essaye de mieux mettre à contribution les outils par rapport à ce que j'ai prévu. Après, ça vient peut-être aussi du fait que je suis pas dans un stade où je vais faire des actual plays, des machins, des trucs où j'ai besoin d'avoir un rendu et quelque chose qui soit aussi perfectionné que certains. Moi, je suis vraiment dans le cadre d'un jeu entre potes. Je me suis mis à enregistrer mes parties, mais vraiment plus pour réécouter ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu dire, m'améliorer, mais aussi pour pouvoir ne pas zapper un truc qui s'est dit, un truc important, une intention de mes joueurs que je pourrais oublier sinon, et pouvoir préparer tout ce qu'il faut pour les sessions suivantes en fonction de ça, quoi. Après, je pense que bien exploiter ses outils, connaître ses possibilités, avoir le meilleur setup possible pour sa partie, c'est pas... moi, je le fais aussi et j'ai pas du tout
j'ai pas du tout envie de faire de l'actual play ou d'arriver à un niveau de production pour quelque chose d'écoutable ou de regardable, quoi. Ce qui me motive, c'est vraiment comment est-ce que je fais la meilleure partie pour mes joueuses et pour mes joueurs autour de la table, quoi. Ouais. Je pense que l'interrogation est valable indépendamment de l'actual play, je pense. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je progresse sur ce point-là assez lentement. Parce que j'ai pas besoin de faire un truc perfectionné tout de suite maintenant. Je préfère prendre bien le temps d'utiliser les outils et de m'acclimater les outils. Déjà, ça fait quoi? Ça fait 2-3 mois, même pas, que je commence à utiliser vraiment de la musique dans mes sessions. Je galère déjà à changer la bonne musique au bon moment, la faire débuter à un endroit précis parce que je me rappelle que celle-là, il faut qu'elle commence à 15 secondes parce qu'avant il y a du brouhaha qui sert à rien. Donc je suis encore plus à ce niveau-là de balbutiement, on va dire. Et une fois que je maîtriserai vraiment tout ça, oui, passer sur d'autres logiciels, d'autres machins, pourquoi pas, mais comme d'immense, ça complexifie aussi un petit peu le boulot côté MJ, si tu dois gérer trois applis d'une. Pour l'instant, je suis pas encore assez à l'aise avec tous ces petits trucs que je me rajoute au fur et à mesure pour partir dans du truc vraiment perfectionné. Ça viendra peut-être, ça, évidemment, hein, mais pour l'instant, c'est pas le but. Et encore, si tu fais du choix de musique, et cetera, pour le bon moment, je pense que tu le dis très modestement, du genre: «Ah, je vais pas très loin», et cetera. Au contraire, je trouve que déjà tes interrogations, c'est: «Comment est-ce que j'accompagne au mieux ma partie, de manière musicale avec, les temps, audio qui soient adaptés à mes temps de jeu», et cetera. Enfin, au contraire, moi, je trouve que tu es déjà dans quelque chose de très poussé, non? C'est juste que c'est les musiques que j'ai trouvées. Alors, déjà, je galère à trouver les musiques. Donc, quand j'en trouve une qui est bien, même si au début, tu sais, t'as le logo de la chaîne avec un jingle qui se met en place ou quoi que ce soit, je vais prendre la musique. Il faut que je me mette maintenant à les découper, etc. pour enlever ce genre de trucs inutiles. Mais pour l'instant, je le fais pas encore. Donc, on est plus là-dessus que vraiment dire: ah, attends, je sais que cette musique a 1 minute 20, il y a le point d'orgue. Alors, quand il va faire ça, il faut que je mette à 1 minute 19 pour que. Enfin, tu vois, je suis loin d'être à cette manipulation. Je suis vraiment plus sur ah oui, cette musique, je me mets dans le titre de la musique en général, débuter à 15 secondes, tu vois. Pour voilà, c'est vraiment à ce niveau-là que je. Mais peut-être qu'un jour j'arriverai à faire le DJ comme certains en pleine partie, mais là, ça m'arrive encore d'oublier de mettre une musique en replay automatique et la musique elle dure 1 minute 30, le combat dure 10 minutes et au bout de 5 minutes je me rends compte, merde, j'ai plus de son depuis, depuis 3 minutes, je vais peut-être la relancer avec la boucle cette fois-ci. Tu vois. Faire le DJ, moi, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi parce que j'ai l'impression déjà que ça me sort un peu du moment, tu vois. Même en tant que maître du jeu, t'as envie d'être dans le Ouais, moment, quoi. bah oui, c'est ça. Donc il y a un peu de ça. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai l'impression que plus tu as envie de faire un accompagnement musical poussé, plus tu te fermes des portes vis-à-vis de l'improvisation parce que tu vas être obligé de réfléchir scène par scène, tu vas être obligé de réfléchir, tu vois, de préparer des choses. Tu pourrais pas. Et c'est assez incompatible avec quelque chose qui serait beaucoup plus libre, où tu te dirais: «Bah, allez-y les joueurs, je vous suis». Dans un mode campagne, par exemple, Mmh. ça demande à se réorganiser. Donc c'est vrai que le DJ, moi, je peux le faire jusqu'à un certain point et puis après, quand il faut, voilà, justement, quand tu parles de points de synchro, et cetera, je le fais pas non plus, quoi. Sauf si j'ai une scène que j'ai particulièrement préparée, parce que c'est un climax, parce que c'est le monologue du méchant, parce que c'est quelque part par lequel on va forcément passer, tu vois? C'est ça, oui. Mais sinon, ouais, le DJ est très compliqué, très compliqué. Ouais, bah. Ah oui, c'est pareil, moi j'ai peut-être 3-4 musiques principales. Une pour les scènes tendues, une pour les scènes un petit peu détentes, une pour les scènes, enfin tu vois. Et les musiques très spécifiques, ça m'est arrivé peut-être 2 fois d'en utiliser. Il y avait une scène que j'avais préparée vraiment parce que c'était il y avait l'attaque d'un camp fortifié et les PJ ils étaient du côté des assaillants, mais dans le camp des mecs qu'ils attaquaient, il y avait des types avec qui ils étaient en relation et à qui ils essayaient de bosser secrètement. Donc là, j'avais vraiment une scène qui était importante, je savais qu'elle se produirait, donc j'avais préparé les musiques, je m'étais basé sur les musiques du Dernier Samouraï, hein.
pas pousser trop loin non plus, hein, il y a ce qu'il faut là-dedans. Donc là, j'avais prévu les bonnes musiques pour ces scènes et puis une autre fois où j'avais une scène où je savais qu'un PNJ, il allait mourir et je voulais une musique particulièrement, adaptée à cet événement. Mais enfin sinon voilà, c'est des musiques génériques, ambiance tendue, ambiance détendue, heu, ambiance action, enfin tu vois? On n'est pas sur du truc poussé, loin de là, quoi. C'est pas scène par scène où il y a à chaque fois sa musique. J'ai des thèmes de personnages. J'ai certains de mes PNJ qui sont Mmh. marquants dans la campagne et qui ont leur thème et bah, là, par exemple, j'ai une dans la campagne de vampires que je fais jouer, il y a le shérif et à chaque fois que le shérif arrive, il y a une espèce de vieille musique avec je sais pas si vous voyez ce que c'est un bottleneck sur une guitare là, ça donne un effet très particulier. Ça donne vraiment un effet, très country, mais en même temps très, très sombre. Enfin voilà, donc du coup, c'est une piste, un truc tout à la guitare très particulière. Et maintenant, à chaque fois que le shérif rentre, je dis même plus que le shérif rentre dans la scène, je démarre le thème musical de ce personnage et les joueurs instinctivement font ah non, ah pas lui, pas encore. C'est quelque chose qui est très plaisant parce que c'est quelque chose que tu mets en place sur du long terme et puis tu te rends compte que ton effet au bout d'un moment est bien en place, bien fichu et que juste les quelques notes de guitare au début servent à mettre tout le monde dans la bonne ambiance, quoi. T'as plus rien à dire à partir de ça. Ah puis des réactions épidermiques des joueurs comme ça, en tant qu'MJ, c'est toujours gratifiant. Tu vois que tu vois que ce que tu as fait, ça les impacte, quoi. C'est pas juste une histoire, c'est quelque chose qu'ils vivent et qu'ils ressentent. Et ouais, tout de suite, ça donne du corps à ton histoire, à ce que et puis c'est comme dit, c'est quand même super, super gratifiant de dire: «Bah, ouais, ce que je fais là, ça marche». Ça les touche, ils le ressentent bien. J'ai choisi cette musique et je me suis bien cassé les pieds à la mettre, à tout faire mon setup audio, à y plancher des heures, et cetera et voilà, j'aurais gagné des gouttes de sueur sur les fronts des joueurs. J'aurais trempé des chemises par correspondance, tout ça, enfin voilà. Ce qui est, j'ai toujours un petit questionnement par rapport aux éléments de réalisation entre guillemets qui sont courants dans le cinéma. Voilà, les musiques associées, les jingles, les musiques associées, les thèmes associés à un personnage important dans Star Wars, Alien, Vampire même. Et en jeu de rôle, je me méfie un petit peu parce que on est plus dans le côté joueur que dans le côté personnage. On est dans quelque chose de certes gratifiant et qui fonctionne, mais qui est purement un élément de jeu, un élément ludique et pas un élément rôlistique. Je sais pas si vous comprenez exactement ce que Ouais. je veux dire. On est voilà dans un ressort mécanique, un petit peu comme une règle ou comme des images d'ambiance, ce genre de choses, plutôt que dans de l'interprétation. Jean Dindon, tu disais tout à l'heure, ben voilà, quand le shérif arrive dans ma scène, je ne décris plus son arrivée, je mets la musique. Or, peut-être que d'une fois à l'autre, il va arriver en boitillant, l'autre fois en arborant un sourire radieux, ou avec des habits fripés parce qu'il est extrêmement fatigué, etc. Et enfin, c'est très bien, ça fonctionne, je le fais aussi, mais je trouve qu'il faut faire attention à bien placer le curseur pour, dans tous ces éléments de réalisation qu'on apporte à nos parties, et bien rester du bon côté de la barrière ludisme, rôlisme. Je crois que tu m'as perdu entre le ludisme et le rôlisme. Alors attends, Bah, dans un cas, t'as la réaction du joueur et dans l'autre cas, t'as la réaction du personnage. d'accord. OK, Et OK. là, la musique, c'est sur le joueur qu'elle influe et ça fait du coup réagir le personnage. Alors que si tu commences à plus décrire, et cetera, c'est le personnage qui va ressentir l'arrivée du mec
Bon, même si de toute façon c'est le joueur qui le ressent, mais mais le personnage il entend pas la musique. Ouais, je suis d'accord. OK, tu pris la boucle d'interaction à l'envers, oui, c'est vrai. Mmh. Un petit peu comme, je sais pas si vous suivez les Imagitateurs, par exemple, que j'adore. Eric est voilà un créateur et un maître de jeu qui est vraiment très inspirant. Mais ils ont cette habitude chez les Imagitateurs à énormément introduire d'éléments de réalisation dans leur partie. Par exemple, on est en train de jouer une scène de combat ou je sais pas quoi, et soudainement Eric va nous dire la caméra prend de la hauteur et vous voyez d'en haut. Vous êtes minuscule face à cette silhouette immense qui vous domine. Et tous ces éléments de réalisation, moi, ils me cassent mon immersion. Parce qu'on se place, on sort de l'action, de l'interaction entre les personnages, et on prend de la hauteur, on passe à un niveau de réalisateur, et on a une vision qui est imposée. On n'a plus notre propre vision, on nous impose une vision. Euh, et voilà, moi je sors un peu de mon immersion dans ce cas-là. Et voilà, le fait d'avoir des thèmes récurrents, ce genre de choses, bah, ça se rapproche un petit peu de ça. Alors très bien utilisé, c'est parfait, hein, mais c'est vrai que quand on en abuse, on passe plus du côté ludique et un petit peu moins du côté rôlistique. C'est très intéressant d'analyser ce qui parle aux joueurs et ce qui parle aux personnages. J'avais jamais vu, enfin, j'ai jamais discuté avec personne qui me présente les choses sous cet angle. Du coup, bah, ça m'ouvre des perspectives là, man, ce que tu apportes. J'ai écouté un actual play récemment là, et effectivement, le maître du jeu qui a fait un truc comme ça aussi. Et la caméra passe sur l'autre groupe. Et c'est pas l'autre groupe, hein, il disait le nom des personnages. Donc c'était quand même plus dans le jeu que vraiment totalement de la réalisation. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, la caméra, quoi? Mais attends. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai que les quelques secondes que j'ai perdues d'écoute, bah, je suis auditeur, donc on s'en fout. Mais c'est vrai que si t'arrives en plein milieu d'une scène d'action et que t'as les 3-4, enfin même pas 3-4, mais même 2 secondes de lag à te dire caméra, hein, et que tu dois prendre une décision instinctive par rapport à ce qui se passe lorsque l'action passe sur toi, c'est vrai que ça peut être perturbant. Après, j'ai jamais vécu en tant que joueur, donc c'est... Ouais, même en tant qu'auditeur, hein, je trouve que... Alors encore une fois, j'ai sans doute une vision particulière, mais même en tant qu'auditeur, ça me dérange quelque part d'entendre ce genre de procédés de mise en scène qui ne correspondent pas à ce que moi j'attends d'une partie de jeu de rôle immersive, où on parle entre personnages et où le HRP doit venir servir le jeu. Il doit y en avoir peu. Il doit venir servir le jeu, servir l'immersion, et pas déconnecter le joueur de son personnage. J'ai pas d'exemple particulier où cette chose-là m'a dérangé, le fait de parler de caméra, de procédés de mise en scène qui sont issus du cinéma. Après, moi, j'ai moi-même une approche très cinématographique du jeu de rôle, dans le sens où je me représente les choses. Mes références et mes codes de narration sont, et je m'en cache pas, très inspirés des séries télé, etc. Donc moi, j'ai pas ce... Enfin, j'arrive pas à mettre le doigt sur un moment où ça m'a gêné, quoi. Où ça m'a gêné. Et peut-être qu'il faudrait que je me réécoute, et c'est possible que je le fasse en plus, que je dise... où j'utilise peut-être pas désigner la caméra ou dire transition, voilà, fondu, j'en sais rien. Mais j'ai probablement une manière de mettre en scène les choses qui soit qui utilise ce genre de procédé. Du coup, c'est très intéressant. C'est très intéressant qu'on en parle, et pour moi de le savoir, parce que c'est pas la première fois que je vois que j'entends des personnes dire c'est quelque chose qui me gêne et qui coupe mon immersion, etc. Après, c'est subjectif, hein. Ouais, carrément.
pense que ça fonctionne très bien avec certains joueurs, enfin MJ et joueurs, et spectateurs ou auditeurs. Mais par exemple, tu parlais de fondu au noir, bah, c'est pareil, c'est une technique qui est assez souvent employée par ces maîtres de jeu qui jouent de cette manière. Voilà, on est sur une scène d'émotion entre deux personnages. L'un des deux vient de mourir, l'autre le tient dans ses bras, et le MJ va annoncer un fondu au noir pour terminer cette scène avec la musique qui décroît. Voilà, c'est cinématographique, euh, mais en même temps, moi je préférerais qu'on me décrive la chaleur qui quitte le corps du mourant, les larmes qui coulent et je sais pas, le son de gouttes qui tombent du plafond dans une flaque. Ça m'apporte davantage d'émotion que d'avoir cet ensemble technique. Tu vois, je préfère de la bonne description que de la technique. Après, tu peux faire un dézoom sans mentionner ce dézoom, tu vois. Tu peux dire et dans la froideur de la rue, ça intéresse personne, et plus loin, aucune voiture ne s'arrêtera. Et puis, en fait, Ouais. tu mentionnes que c'est une fin de scène, que c'est un fondu au noir, que c'est un dézoom. Tu le nommes pas, quoi, tu vois. Tu le fais pas C'est nommer. ça, ouais. C'est exactement ça. Cette façon-là de faire, moi, je la trouve aussi plus agréable à écouter. Alors, comme dit, j'ai jamais joué là, quelqu'un qui me faisait des changements Mm. de caméra, des zooms, des dézooms, etc. Mais à écouter, c'est beaucoup plus fluide et plus immersif, hein, tout simplement. On en revient toujours là. Et après, ce que tu disais tout à l'heure, le fait que tu prépares tes scénarios de façon un peu cinématographique, etc. Je pense qu'on le fait un peu tous, forcément, parce que quand tu prépares ton scénario, à moins de faire vraiment full bac à sable et dire: «Je prépare juste deux trois points et puis on verra ce qui se passera». Tu as forcément préparé des lieux, des scènes, tu as imaginé quelques interactions, même si tu pas obligé de toutes les imaginer. Mais tu sais que tel PNJ qui est ton méchant, ben, il va vouloir faire ça par rapport au PJ ou alors, plutôt les manipuler, machin. Donc tu as forcément un petit peu réfléchi à tes scènes, même si c'est, de façon très vague. Tu sais qu'il peut y avoir, ben, déjà, le boss final, bah, tu sais qu'il sera dans son donjon, bah, tu as réfléchi à ça. Il va pas pop n'importe où, n'importe quand ça t'arrange. Parce que tu as besoin de finir le scénario maintenant. Allez, il y a aucune raison qu'il soit là, mais il va apparaître en plein milieu de la ville, le boss. Donc forcément, tu réfléchis un peu à ton scénario de manière cinématographique. Mais après, ça veut pas dire que lorsque tu maîtrises, tu utilises ces outils cinématographiques de réalisation, etc. Ouais, carrément. Ah ouais. Les, Enfin, quand on discute avec d'autres créateurs d'histoires, de comment on crée nos histoires, ce qui revient souvent, c'est que on pense pas à une histoire de A à Z. En général, on pense à des personnages, à des lieux, à des scènes, par exemple un combat, effectivement, ou une fuite, une course-poursuite. Et ensuite, et à un thème. Et ensuite, on essaye de faire un cheminement logique, ou en tout cas un arbre de possible qui permet de visiter ces différents moments, ces différentes scènes, de rencontrer ces différents personnages. Et ça, ouais, c'est assez cinématographique dans l'approche. Et, et parfois, bah oui, ça oblige à créer plus que ce qu'on va proposer, que ce qui va se passer. Ça, c'est pas très grave. Parfois, par contre, on a des scènes auxquelles on avait pensé, qu'on avait peaufiné, qui sont magnifiques dans notre esprit et qui vont être le point d'orgue de la partie. Et finalement, les joueurs n'y passent pas. Et là, bah, on n'a plus qu'à manger son chapeau. Parfait. Cette validation de bingo est une transition à point nommé. Puisqu'on arrive vers la fin de cette discussion, de cet échange. Pour ma part, ça a été très agréable. J'ai une dernière question qui est la question traditionnelle de clôture. Moi, j'ai besoin de conseils pour progresser. Voilà. C'est quoi les conseils que vous avez envie de transmettre? Et un petit bonus, si c'est des conseils qu'on n'entend pas à tous les coins de rue, quoi. Si c'est des conseils un peu atypiques, si c'est des conseils qu'on donne pas assez ou pas assez souvent, quoi.
Ça peut juste être des conseils qui vous ont servi peut-être au bon moment. Moi, je pense que il y a des choses qui sont assez bateaux, mais qu'il faut quand même dire. C'est pas avoir peur du feedback, déjà. Les retours des joueurs, ou même retour de MJ quand tu es joueur, c'est toujours intéressant à prendre tant que c'est constructif. Et se remettre en question forcément, parce que si tu as des feedbacks mais que tu t'en sers pas, ça sert à rien. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant depuis un peu moins d'un an, c'est toutes ces discussions que j'ai pu avoir sur les différents Discord de jeux de rôle, partager les points de vue, pouvoir mettre par écrit les idées que j'avais en tête et que j'appliquais parfois pas, mais qui me semblent intéressantes. Discuter de tout ça en fait avec des gens qui ont le même intérêt, la même passion et pas forcément la même façon de faire. C'est vraiment super constructif. Et c'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup plus progressé depuis quelques mois que jusqu'à présent, quoi. Parce que si tu joues toujours avec les mêmes joueurs et toujours de la même façon, tu peux essayer de progresser dans ton coin, mais ça sera forcément moins efficace qu'en discutant avec d'autres, en trouvant d'autres horizons. Et puis du coup, essayer une fois de temps en temps de jouer avec des gens qu'on connaît pas forcément, mais qui ont peur des atomes crochus. Ça permet justement de voir d'autres gens à l'œuvre, de voir comment ils maîtrisent, comment ils jouent et de s'en inspirer. Sylvain nous fait une avalanche de bons conseils. J'espère que tu es préparé, Mans, à tenir le niveau. C'est pas non plus les conseils qui sortent que de mon cerveau, quoi. Ça a déjà été dit par beaucoup de gens, ça. Non, mais ne pas avoir peur de changer, tu vois, c'est des trucs qu'il faut. Et puis même tout ce que tu dis sur le partage, trouver des gens pour discuter théorie, c'est pas les premières choses que les rôlistes partagent, quoi. Et c'est vrai que c'est très important. Alors carrément, je rebondis, enfin je redis encore une fois ce que je disais tout à l'heure, ce que Sylvain évoque là aussi, de jouer avec des gens différents et de vivre des expériences différentes, c'est vachement important. Parce qu'on voit des joueurs, on voit des MJ, notamment sur des chaînes YouTube, qui tournent un petit peu en rond. Ils sont enfermés dans un schéma, en ressassant un petit peu le même type de parties, les mêmes idées, les mêmes jeux, le même type de système, avec les mêmes supports. Enfin, voilà, on a, y compris dans les chaînes à succès, dans les gens un petit peu mainstream, ils sont très typés, ils sont très cloisonnés. Et ça, c'est vachement dommage, parce que le jeu de rôle, il est multiple. Il propose des expériences extrêmement différentes, avec des gens différents. On joue avec des gens, des vrais gens. On n'est pas face à un ordinateur, à une IA. Et voilà, de faire ces rencontres, ces expériences différentes, même si elles bousculent un petit peu notre propre pratique, c'est enrichissant et ça peut nous faire évoluer. Donc ça, ouais, moi, c'est mon conseil numéro 1, je dirais, c'est vraiment de multiplier les rencontres et les manières de jouer pour s'enrichir. Et aussi questionner sa pratique pour éviter de s'enfermer, pour évoluer. Qu'est-ce que j'aime vraiment dans le jeu de rôle? Qu'est-ce qui me saoule un petit peu? Est-ce que j'aime des parties où il y a beaucoup d'émotions? Est-ce que je préfère l'action? Un petit peu des deux. Est-ce qu'il me faut absolument des supports visuels, ou est-ce que le 100% théâtre de l'esprit, ça me convient? Voilà, se questionner sur la manière dont on joue. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, MJ, ou est-ce que je préfère être joueur, par exemple? Quelle proportion? Moi, par exemple, c'est à peu près 75% MJ, 25% joueur. Aujourd'hui, ça me convient très bien. D'ailleurs, je peux annoncer un bingo au passage. Et aussi s'inspirer de différentes sources. Pas faire que du jeu de rôle, lire, écouter de la musique, regarder des chaînes de, je sais pas, vulgarisation, des séries TV, etc. Tout ça, ça nourrit notre pratique, ça peut nous questionner, et puis ça peut nous apporter de la profondeur, des idées d'histoire, de scénario, d'ambiance, de monde.
et voilà, pas s'enfermer dans notre pratique. Donc des gens différents, questionner sa pratique et s'ouvrir à l'univers. Oh là là, thèse, antithèse, synthèse et bingo, quoi. Et j'y pense juste parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié. Moi, un truc aussi que j'ai découvert récemment, et ça, c'est principalement avec Kaku en tant que joueuse que j'ai pu le voir et l'entendre. C'est que ce qui donne vraiment de la force aux histoires, c'est les faiblesses des personnages et comment on interprète ces faiblesses. Et ça a totalement changé ma façon de voir et d'imaginer mes personnages quand je suis joueur. Vraiment me dire, qu'est-ce qui peut rendre intéressant ce personnage? Ben, ça sera les faiblesses qu'il va avoir et ce que ça va pouvoir amener dans l'histoire. J'avais un MJ pour rebondir sur ce que tu dis, qui disait quand on crée un personnage, il faut pas penser à comment il va gagner, mais à comment on peut le détruire. Oui, c'est un peu le cheminement du rôliste, je pense, qu'on a tous plus ou moins, partir de la maximisation des règles, des caractéristiques, des compétences, etc. Et puis finir par jouer avec du no gain, enfin, j'ai perdu l'expression, mais jouer pour perdre, quoi. On sait que on n'est pas là pour gagner une partie, mais pour vivre une belle expérience. Et comme tu le dis, Sylvain, c'est nos faiblesses, nos problèmes, nos failles qui rendent ça le plus intéressant.